Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur et entrepreneur, mais surtout je me demande tous les jours ce que je vais bien faire de ma vie. Chaque semaine, je vais à la rencontre de celles et ceux qui changent le monde pour partager leurs histoires et ce qu'ils ont appris sur leur parcours. Alors si tu veux écouter ces histoires incroyables, si tu recherches ta voie dans ce monde complexe, ou si tu veux simplement avoir un impact positif et être heureux, alors ce podcast est fait pour toi. Bonjour Diane. Bonjour Clément. Merci d'être là, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Je sais que tu m'as dit que t'es formatrice. T'es formatrice. T'es ma première formatrice en prise de parole orale, donc c'est un peu un épisode qui me ramène dans mon passé. Tu fais aussi en ce moment plus de la partie gestion du stress, de la partie énergie, et donc je suis très content de faire un épisode sur ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait qu'on n'a pas transmis des clés très concrètes. Et je viens pour commencer l'épisode, tu fais quelque chose de nouveau. Ça s'appelle le check-in et le check-out. Et donc le principe, c'est de dire comment, on le fera aussi à la fin, c'est de dire comment tu te sens actuellement, aujourd'hui, donc qu'est-ce qui te passe par la tête, dans quel genre d'énergie c'est. Ok. Tu veux que je commence ou tu veux y aller d'abord? Je suis concentrée. T'es concentrée? Ouais. Ok. Et ça va? Ouais, ça va. Je suis en train d'analyser ton visage, là. Ok. Tes mains, ton regard. C'est vrai que t'analyses. Ouais. Et moi, de mon côté, je suis très content. Je te dis, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un épisode comme ça. Beaucoup d'épisodes sur histoire et... Donc, non, très content de te revoir. Et je suis paisible parce que je viens de passer 2 heures avec Elodie Denis, un bon déjeuner, et donc ça m'a mis dans une bonne énergie. Comment elle était l'enfant Diane? Et qu'est-ce que tu retiens de ton enfance? Alors, une enfance heureuse, très timide à la maison. Ok. Timide? Ouais. Waouh. Je me cachais sous la table. Ok. Dans quel contexte? Dans un contexte familial, je pense que dans ma famille, il y avait d'autres personnes qui avaient une très forte personnalité. Et donc, moi, je suivais mon frère. Frère. Mon grand frère, exactement, Alexandre, qui était pas du tout timide, pas du tout réservé, qui faisait du théâtre devant la famille, qui récitait des vers. Voilà. Un père aussi très charismatique. Donc, enfance heureuse, mais discrète. Par contre, à l'école, j'étais une vraie pipelette. Ok, d'accord. Voilà. Je me rattrapais à l'école et... enfance aussi assez internationale parce que j'ai eu la chance d'être poussée par mes grands-parents et par ma mère. On a énormément voyagé. Okay. Et ma mère a toujours considéré que parler des langues, et notamment parler l'anglais, était très important. Et ça m'a formée dès le départ. Pour aujourd'hui? Ouais, j'étais dans une école bilingue en fait. Okay. J'ai eu la chance de faire de l'anglais, puis de l'allemand. Et puis ensuite, ça m'a pas quitté. Les langues, c'est vraiment quelque chose de très, très, très central. Et si... je pense à personne qui écoute. Pour avoir un travail, pour avoir plus de travail et plus de missions, il faut parler plusieurs langues. Voilà. Et la langue, c'est pas seulement un outil, c'est aussi la culture qu'il y a derrière. Donc voilà, une enfance à Paris. Mais voilà, une enfance heureuse, compliquée aussi. Bon, je rentrerai pas dans les détails, mais mes parents ont divorcé quand j'étais enfant, donc ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, mais c'est le cas de beaucoup d'enfants. Et puis, ensuite, je suis partie très vite à l'étranger. En fait, à 21 ans, j'avais qu'une seule envie, même avant, c'était de quitter Paris et me lancer aux États-Unis ou en Angleterre. Et ma mère m'a dit ce jour-là... États-Unis, niet, tu partiras pas. T'es pas prête. Mais l'Angleterre, pourquoi pas. Par contre, si tu pars, il te faut des études, un job, un appart. Ok. Avant de partir. Avant de partir. Et d'où ça te venait, à ton avis, ce rêve de se lancer aux États-Unis ou même en Angleterre? Je pense que c'était parce que... ça voulait dire quoi? Pardon, ma question, c'est ça voulait dire quoi, se lancer? Pour moi, c'est la liberté, en fait. Les États-Unis, c'est là où j'ai fait tous mes premiers stages plus tard. Ouais. Tous mes premiers stages en journalisme étaient aux États-Unis parce que là-bas, on donne des opportunités aux jeunes. Donc, tu peux contacter une personne que tu n'as jamais contactée auparavant et qui te connaît absolument pas et qui te donnera ta chance et qui te dira « Ok, viens à tel moment, on se rencontre
Et une semaine après, tu peux écrire ton premier article dans un journal ou tu peux faire un stage dans la radio, dans la télé, etc. Tu ne fais pas que des photocopies, tu as ta vraie opportunité de boulot. Et donc, j'ai testé tous mes premiers stages, j'ai eu la chance de pouvoir les faire là-bas. Et t'allais comme ça un peu, envoie des mails, posant des CV, bonjour, je suis chaud et... En fait, je préparais en amont mes voyages, donc je contactais beaucoup de personnes et j'avais de temps en temps des gens pas très sérieux d'ailleurs, et compliqués quand t'es une jeune femme parce qu'il faut faire attention. Mais il y avait souvent des gens qui répondaient « Ok, on se rencontre et puis vous pourrez faire votre stage avec nous. » Et donc ça a commencé comme ça. J'ai fait mon premier stage dans un journal à Somerville, donc à côté de Harvard. Après, j'ai fait un stage de radio. Après, j'ai fait un stage de télé. En fait, je testais à l'époque ce que je pouvais faire plus tard. Que les médias. À travers les stages. Que les médias, ouais. À l'époque, c'était que les médias. Le journalisme, je voulais être journaliste. Ouais. Tu m'as dit que c'était ça ton rêve d'être journaliste. Ouais. Et du coup, comment t'as fait des études de journaliste avant d'aller là-bas ? Non, j'ai fait des études très classiques de littérature. J'ai fait une prépa Hippocagne-Cagne. Donc, c'est des études généralistes, mais très, très poussées en littérature, où tu as peut-être 6 heures de littérature par semaine, des cours de philo, des cours d'histoire. Donc, je préparais Sciences Po aussi. Je préparais Sciences Po et Normal Sup en même temps. Je pensais que j'aurais ni l'un ni l'autre. Mais Merde. Mais c'est une super formation. En fait, c'est vrai que c'est top. Ça, une prépa littéraire, ça vous apprend à vous structurer, à écrire, à synthétiser, à vous intéresser aux autres. Donc, c'est de bonnes études. Puis après, j'ai fait une licence à la Sorbonne et je suis partie ensuite à Londres, vivre à Londres. Ouais. Les choses ont fait que j'ai pas pu partir aux États-Unis, mais j'ai pu partir à Londres. Ouais. Okay. Voilà. Et je suis restée à Londres très longtemps, hein, presque 7 ans. Ça venait d'où ce rêve du journalisme ? Ça vient de exactement ce qu'on est en train de faire maintenant. Okay. Mais à ta place. Tu voulais... Je voulais interviewer, poser des questions aux gens, creuser en fait ce que les gens pensent, ce que les gens font. Okay. J'ai toujours eu cette curiosité. Je sais pas d'où ça vient, mais ça c'est la base de mon métier aujourd'hui, de ce que j'ai pu faire avant et de ce que je fais aujourd'hui. Ouais. La curiosité de poser des questions, de m'intéresser à ce que les gens pensent vraiment. Parfois, ils le savent pas, ce qu'ils pensent vraiment. C'est trop intéressant. Donc, t'avais déjà creusé cet aspect psychologie ou t'étais juste été un peu curieuse de ce qui se passait dans la tête des gens J'étais curieuse. Après, tu sais, on est très influencé par l'éducation et le journalisme avait plutôt bonne presse. Mais on m'a dit que ça allait être compliqué, qu'il allait falloir faire des études de journalisme dans une école, que compliqué de rentrer dans les bonnes écoles, etc. Et là, j'ai fait une rencontre à ce moment-là. C'était à quel moment? Parce que les rencontres, c'est décisif, vraiment. J'avais à peu près une vingtaine d'années à peine. Donc j'étais sûre que je voulais être journaliste. Et là, un proche me dit, Diane, il faut absolument que tu t'intéresses à cette agence. Elle fait des relations presse et des relations publiques. C'est génial. C'est très proche du journalisme. Tu devrais t'y intéresser. Et donc, je m'y suis intéressée. Et puis, j'ai fini dans la boîte, en fait, j'ai fait mon stage chez eux. Okay. Grosse agence de com. Relations publiques. Très bien réputée en France. Et puis, c'était une agence internationale qui s'appelait à l'époque Financial Dynamics, qui maintenant s'appelle FTI Consulting. Donc, j'ai commencé chez eux et j'ai vu qu'effectivement, il y avait des points communs. Mais en fait, la personne qui m'avait conseillé, elle m'avait très mal conseillé parce que moi, je voulais être journaliste. Je voulais pas influencer les journalistes. Parce que le métier de relations publiques et de relations presse, c'est de passer par les mots, pas le porte-monnaie, pour convaincre les gens de penser quelque chose sur une entreprise. En l'occurrence, de penser positivement sur une entreprise. Concrètement, pardon, parce qu'en fait, moi, je l'ai eu une seule fois dans ma vie, un contact avec une relation presse, c'était pour la start-up. Et donc, en effet, c'est juste, tu dis, faites en sorte que plein de gens écrivent des articles sur ma boîte. Ils envoient un grand dossier avec, comme tu dis, où ils manipulent, ils utilisent les mots pour que les journalistes qui lisent ça disent, ah, mais ça me donne envie d'écrire un article, c'est ça? En fait, c'est un métier où tu dois comprendre qui est le journaliste pour lui faire
le meilleur pitch possible sur la boîte que tu représentes. Donc, si tu travailles pour une boîte dans l'immobilier, un PDG, l'objectif, c'est que ce PDG se retrouve sur BFM. Comment tu fais pour qu'il se retrouve sur BFM ? Tu dois intéresser le journaliste. Donc, tu utilises en fait les mots, les arguments pour intéresser le journaliste, pour lui donner envie d'y aller et de faire l'interview. C'est ça le métier des RP, en fait. C'est un métier beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. Parce qu'on parlait beaucoup en France, attachés de presse, on invite les journalistes à déjeuner, on leur sert un thé, un café, et hop là, boum, c'est bon, ils écrivent. C'est pas comme ça. Okay. Non, c'est plus compliqué. Okay. C'est plus compliqué. Donc, je me suis retrouvée là-dedans. Et en fait, je suis restée là-dedans pendant 6-7 ans. Parce que quand je suis partie en Angleterre, je faisais ça, je faisais des RP. C'est ça que tu faisais à Londres? C'est ça que je faisais à Londres. Pendant tes 6 premières années de carrière, quasiment. C'est ça. Et donc ça, je l'ai fait dans plein d'agences différentes. Ok. Parce qu'en fait, je suis intenable. Tu te barrais à chaque fois, moi aussi. Je me barrais. Alors, première expérience, pour dire la vérité, c'est assez cocasse. Première expérience, je voulais rester dans l'agence. Juste pour reprendre un peu de recul, ta première expérience, ça veut dire que t'es... J'ai 21 ans à l'époque. T'as 21 ans. Et je fais mon master à mi-temps parce que ma mère à l'époque me dit tu ne partiras pas si tu fais pas ton master, ton boulot en même temps, etc. Voilà. Donc j'ai dû trouver... En fait, moi, je voulais faire un master, mais en fait, mi-temps, en Angleterre, ça veut dire que tu travailles à temps plein. Donc, en gros, du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30, t'es au boulot. Ouais. Et puis, le mercredi et jeudi soir, tu pars une demi-heure plus tôt. Et là, tu prends le métro pour aller faire tes études le mercredi et jeudi soir. Et après, tu tapes ton mémoire. Et après, tu fais ton mémoire. Voilà. Ok. Voilà. Donc, première expérience à Londres qui se passe bien. Enfin, qui se passe bien, dans laquelle tu as envie de rester, finalement. Ça se passe bien. Après, j'avais... Relations presse. Oui, relations presse. Je travaillais pour d'énormes boîtes dans l'immobilier. Lens Securities, des malls très connus, pour aussi un MIPIM, qui est un énorme événement immobilier qui a lieu en France. Donc, j'avais plein de clients dans l'immobilier et dans d'autres domaines. Et donc, mon job, c'était de contacter les journalistes pour les convaincre, en fait, de couvrir nos clients. Voilà. Al Gore va parler à tel événement, je sais pas de quoi il va parler, donc parfois il fallait inventer une histoire. Broder un peu, quoi. Il fallait broder, okay. Voilà. Donc, très contente de faire ça, mais j'étais avec des Anglais, dans un contexte international. Et alors, les Anglais et les Français s'entendent pas très bien, c'est pas un mythe. Et avec mes collègues, c'était pas toujours facile, et puis ils voyaient pas d'un bon œil que je parte en cours le mercredi, jeudi, que je fasse un master. Donc pas une boîte très bienveillante ou à l'écoute ou. Alors, je pense que les agences de communication, c'est pas des environnements très faciles. Okay. Donc première agence, je suis restée environ moins d'1 an. Hein. Je suis pas restée si longtemps. Deuxième agence, pareil, mais à peu près 1 an. Là, c'était une agence qui faisait que de l'immobilier, donc je faisais de l'immobilier commercial. Mais j'ai monté en seniorité parce que c'est une petite agence. Mais j'ai eu la mauvaise idée de demander plus de travail. Ça, personne qui nous écoute, faites très attention de pas toujours demander plus de travail parce que ça pourrait être très compliqué pour vous après. Ça me fait penser à plein d'amis qui ont dit mais je me fais chier, j'ai demandé plus de travail et pas bonne idée. C'est vrai, ils ont regretté. Ils ont regretté. En tout cas, s'ils n'ont pas regretté, ils se sont rendus compte que s'ils auraient peut-être pu demander un tout petit peu plus plutôt que demander beaucoup plus de travail. Ouais. Alors en Angleterre, quand tu dis je veux plus de travail, tu prends le rôle du boss qui est au-dessus. C'est vrai. Hein. Ah ouais. Parce qu'ils n'ont pas peur de te donner des responsabilités. C'est comme aux États-Unis. Mais par contre, comme aux États-Unis, t'as pas le droit à l'erreur. Hein. Il n'y a pas d'erreur possible. En Angleterre, t'es sur vraiment une chaise éjectable. T'es viré. Donc j'ai subi la crise justement dans cette agence. Ils se sont débarrassés de pas mal de personnes. C'était hyper violent. En 2008 ? Ouais. C'était hyper violent. Donc, c'était dans 2 heures ou d'ici 3 heures, vous allez être appelé dans telle salle. Et préparez vos affaires par la suite. Donc, on ne savait pas si on allait être appelé. Et puis, moi, je n'ai pas été appelée. Et j'ai trouvé un job dans une 3e agence. Ok. Encore de RP. Mais là, on monte en gamme. On travaillait que pour des grosses marques et pour les ministères. Donc, c'était des trucs hyper intéressants.
pour changer le comportement au sein de la société en Angleterre. Donc, par exemple, Waouh. montrer que le rôle des pères est très important, ou sensibiliser les jeunes à la consommation responsable d'alcool. Donc ton client, C'était l'État. c'est l'État qui L'État. te dit, moi j'ai envie de faire passer ce message. C'est ça. C'est pas la boîte qui te dit, j'ai envie Non. de te dire que la boîte est géniale, c'est l'État qui te dit, je C'est veux ça. que tu fasses passer le message. Attention, ça. arrêtez de boire de la bière tous les jours. C'est ça. t'écris Littéralement, des j'ai trucs. fait ça. Ok. Mm. Ok. Mm. Et attends, et juste avant de continuer sur ça, pourquoi tu changeais à chaque fois? C'était quoi le... Qu'est-ce qui sais se passait? Peut-être que je vais le découvrir aujourd'hui. Non, alors, c'est parce que- difficile. C'est difficile de répondre à cette question. Je dirais. Ou alors pourquoi tu changeais sans changer de métier? Alors, j'aimais mon métier. J'aime ce métier. Des relations presse et des relations publiques. Parce que je trouve que c'est un très beau métier. Mais c'est un métier extrêmement anxiogène. Parce que tu vis la pression du journaliste qui veut pas te couvrir, donc qui répond pas, ou qui répond très méchamment. Tu vis la pression du client qui te dit « Moi, je veux être dans le Financial Times. Moi, je veux être là-dedans. Moi, je veux être là-dedans. » Et en fait, au bout d'un moment, t'as couvert tous les médias. Donc, quel est le step d'après? C'est compliqué. Donc, c'est un métier où t'es tout le temps dans le... En tout cas, moi, je le ressentais comme ça. J'étais très stressée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois que fondamentalement, et je vois où tu m'emmènes, je ne suis pas faite pour travailler en entreprise et je m'entendais pas toujours très bien avec mes collègues. Alors, avec l'autorité, très bien. Aucun problème avec les managers, aucun problème avec les patrons, mais vraiment jamais de soucis. Mais avec les personnes du même niveau dans la boîte, ça n'allait pas, voire même pas du tout. Ok. J'ai du mal à te voir. Mal t'entendre avec quelqu'un. Après, c'est peut-être les Anglais. Hein. Moi, je pense que j'en voulais trop et il y avait de la jalousie, déjà, ça c'est sûr. Et puis, je pense que j'étais trop. Ok. Tu vois ce que je veux dire par j'étais trop? Ouais. J'en voulais trop, je voulais trop vite apprendre, je voulais trop vite monter dans la boîte, je voulais vite. Wonder Woman. Ok. Ouais. Ouais, jalousie, agacement, ça va vite. Hein. Puis c'est compréhensible de point de vue des autres qui peuvent être en détente. Ouais, et puis la culture, je pense. Et puis, il y avait un truc que j'avais du mal, et donc là, c'est sur les valeurs, c'est que parfois, entre ce qu'on faisait dans le boulot, la façon dont on était au sein des équipes, et nos valeurs étaient en totale contradiction. Ok. Je te donne un exemple. C'est bien, ouais. Imaginons un peu ça. Il m'est arrivé. Donc, je travaillais pour l'État, mais je travaillais aussi pour des grands groupes. Donc, à l'époque, j'ai travaillé pour Diageo, qui est une énorme société, en fait, entreprise, qui regroupe plein d'alcools, dont la Smirnoff, la Guinness et des centaines d'autres marques. Et moi, je buvais pas. Ça m'intéressait pas du tout, l'alcool. Et l'objectif pour ce client, c'était de lancer des campagnes pour responsabiliser les jeunes. Pour voir ma tête. C'est pas vrai. Ouais. Et pour, en gros, diminuer le binge drinking en Angleterre, pour limiter la casse. C'était un vrai objectif? Ouais, sauf que la marque, son objectif, c'est de vendre de l'alcool. Bah oui, c'est pas un vrai objectif. Et en fait, ça, c'est l'histoire de tout un tas d'entreprises. Bah, quand on grandit, on le comprend. Mais moi, je comprends. À l'époque, c'était il y a quelques années, et j'étais très naïve et je comprenais pas. Et en plus, dans l'équipe, les gens buvaient une quantité astronomique, ce qui fait que donc il y avait les soirées, il y avait l'alcool pendant la semaine qui était distribué dans les locaux à partir de jeudi soir, puis il y avait l'alcool pendant les soirées d'entreprise. Et donc mes collègues avaient tellement bu que en fait elle s'était cassé le nez et elle se retrouvait à l'hôpital et le lendemain avec un pansement. Voilà. Donc d'un côté, tu vois, t'as un client qui vend vachement d'alcool. Le but c'est de vendre, mais en même temps, ta mission avec ce client qui te paye très très cher. Pour dire aux jeunes de moins boire. C'est moins boire. Et en même temps, dans ton équipe, ça boit tellement que ça se casse le nez. Donc en fait, moi je devenais complètement schizo. Et toi, ça a été un truc, j'ai eu beaucoup de mal. Hein. J'ai énormément de mal à gérer ça. Quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas la dichotomie en fait de ce qu'on était en train de faire. La dissonance en fait. Ouais, c'est ça. C'est absurde. C'est ça, complet.
Et en plus, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que cette grosse boîte vous payerait pour dire aux jeunes d'arrêter de boire, à moins qu'il y ait une stratégie psychologique derrière Oui. pour en fait. Bah, c'est comme n'importe quelle boîte, Total. Enfin, c'est toutes les marques, toutes les boîtes font ça. Ah, mais là, c'est directement à l'encontre du. Enfin, si je suis une boîte d'alcool, je pourrais faire des campagnes. Attention, buvez de l'alcool de qualité, buvez mon alcool, mais c'est ce que je veux Je dire. pense que c'est pour faire quelque chose, parce que quand tu vends autant d'alcool, Oui. c'est aussi une façon de dire, ok, bah achète l'alcool, mais n'abuse pas. Ouais. Ça se tient. Ouais, ça se tient. Moi, je le comprenais Et puis dire, pas à regardez, l'époque. nous, on vend de l'alcool, mais Ouais. en plus, Moi, on dit aux gens de faire attention. C'est on n'est ça. pas là. C'est ça. Alors, pour les j'étais en empoisonner. contradiction avec mes collègues qui, dans certains cas, ou beaucoup de cas, aimaient bien boire. Dans plusieurs des jobs que j'ai eu en agence, les gens aimaient bien boire. On buvait à l'heure du déjeuner avec les clients. Je sais pas, ça se fait pas ça trop. avec du recul, c'est que les British ou c'était partout dans le fond? J'étais qu'avec des Anglais. En fait, si tu veux, la communication en Angleterre, c'est tenu par les Anglais. Il y avait ça aussi, qu'une petite Française, je pense, vienne les déranger. À la Amélie Nothomb, un peu. Parce qu'il fallait que l'écriture, si tu veux, je faisais des tests à chaque fois pour entrer dans la boîte. Ils me faisaient faire des tests. J'avais 3-4 entretiens et ensuite, après l'entretien, j'avais des tests d'écrit, des tests oraux, des tests même où ils me mettaient avec les équipes pour voir comment j'étais comme personne. Très bon process de recrutement, Ouais. entre parenthèses, mais technique. Ouais, c'est Dur, long. Ouais, c'est long. Donc, Je vois. voilà. Et jusqu'au jour où, à la 3e agence, ma boss de l'époque, donc cette agence où je travaille pour le gouvernement et pour tout ça, là, dont on est en train de... Elle me dit, je crois que tu n'es pas faite pour travailler en entreprise, je pense que tu n'es pas faite pour travailler en agence de communication, et je pense que tu devrais te mettre un jour à ton compte. Ok. Première fois que t'entends ça de ta vie? Ouais. Ça fait quoi quand t'entends ça? Ça m'a plu. Mais C'est à possible, l'époque, ça? ouais, à l'époque, j'avais fait quoi, 3 années environ d'expérience. Je pouvais pas mettre à mon compte, j'étais trop junior. Donc, je suis partie faire plein d'autres choses. Ok. Je travaillais pour un théâtre. Après, je suis partie vivre à Abu Dhabi. Ok. Je suis revenue. Tu sais quoi à chaque fois? Enfin, pour un théâtre, c'était de la Le com théâtre, aussi? c'était de la com pure RP, mais pour un théâtre, parce que j'adore le théâtre. Ça m'a payé juste les billets de métro pour aller bosser, littéralement. Donc, je me suis dit que c'était pas très rentable de travailler dans ce domaine. Ouais, pensez pour mon pote Marc qui vient de décrocher un taf dans un théâtre où il taffe le week-end et qui n'est pas payé. Ah oui, c'est vrai. Enfin, s'il est payé, mais peu, quoi. Ouais, c'est dur. Par rapport à l'investissement. Ah, c'est un job passion, mais Ah, le théâtre, c'est beau, mais c'est vrai que c'est pas c'est très dur. une industrie Pas très très rémunératrice, quoi. Ouais. Ok. Donc Donc, théâtre. Et donc, Après, à ce moment-là, tu quittes le journalisme, mais tu dis, ok, la communication, ce côté partager les choses, c'est ça qui t'intéresse. En Enfin, fait, tu commences à... oui, le monde des relations presse, ça me plaisait bien. Je me posais pas plus de questions. Ça m'allait, en fait. Ça m'allait. Mais ça marchait pas très longtemps. Ça marchait pas très longtemps du tout. Enfin, tu vois, je restais 6 mois, 1 an et je partais. Donc, à un moment donné, c'est catastrophique, en fait. Tu te rends compte, c'est pas un bon investissement. C'est pas mal. T'étais consciente de ce truc-là, genre en mode, qu'est-ce que je fous de ma life? Oui. Je me barre, qu'est-ce qui Oui. se passait dans ta tête? J'ai fait même un bilan de compétences à ce moment-là. Et le bilan m'a dit, enfin, la personne que j'ai rencontrée m'a dit que, en fait, je serais prof plus tard. Ok. Marrant. Donc, tu vois, il y avait des petites pistes. Mhm. Tu seras prof, tu peux pas travailler dans une entreprise, tu dois être à ton compte. Et tout ça a germé. Mais après, j'ai essayé l'autre voie. Parce qu'en communication, tu as 2 possibilités. Soit tu pars en agence, Ok. soit tu vas en interne. Donc, une agence travaille pour plein de clients. En interne, tu travailles pour un seul client. Donc, voilà, une grosse boîte. Donc, j'ai fait ça. Je suis partie travailler pour les indices du Dow Jones. Et là, je faisais des RP. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les indices du Dow Jones, S&P Dow Jones Indices. Ok, c'est les indices genre des sociétés, Les indices du Dow Jones, de la société Dow Jones. je connais pas. Tu connais pas? C'est en gros, tu notes les sociétés sur leur valo et... En fait, nous, on travaillait sur la réputation de l'entreprise à l'échelle Europe, Moyen-Orient, Asie. Ok. Donc, on était 2 et Pour donc c'est pas beaucoup. Ah ouais, c'est... C'est là où j'ai rencontré Barbara Mahé, avec qui je travaille tous les jours. Maintenant, donc ça, c'était une rencontre C'est ton décisive. associé aujourd'hui? Ouais. Donc ça, c'était une rencontre vraiment décisive. Et c'est mon dernier poste, en fait. C'était vraiment mon dernier poste avant de me mettre à mon compte. Énorme. Et donc là, ça m'a plu. Franchement, ça se passait bien. On était dans un contexte... La boîte a été achetée par une société plus grosse américaine. Donc, on était dans un contexte américain,
mais à Londres, dans un contexte quand même très british. Donc il y avait rien de français, il y avait rien de, on parlait absolument pas français. Ma Barbara en fait est française, et donc on avait interdiction, et on s'était donné l'interdiction de parler français à l'époque dans les couloirs. Donc on parlait qu'anglais pour que sinon ça allait être l'enfer en fait. Après, t'as grandi un peu avec cette éducation, enfin parler l'anglais, donc peut-être l'anglais est moins dur pour toi, enfin c'est moins un effort. Voilà, j'étais déjà bilingue en déménageant à Londres, et donc là ça faisait des années que j'étais à Londres, donc en fait l'anglais c'était comme, enfin je rêve en anglais, tu vois. Okay. Je rêve. Tu peux être bilingue. En fait, je partage ça parce que là, quand j'ai passé un mois aux États-Unis, ça me dérange pas de parler anglais. Au début, j'avoue, un peu dur de me réhabituer, mais au bout d'un moment, je vais pas dire que je rêvais en anglais, mais je pensais en anglais, tu vois. Ouais. Mais quand même, quand à la fin, j'ai parlé avec un Français, ça m'a fait, mais ça fait du bien. Ouais. Tu vois. Pour relaxer ça t'a relaxé, ça m'a, ah mais oui, en fait, c'est ça ma langue française. Toi, t'avais pas ça? Alors, non. L'anglais, pour moi, c'est comme le français. En fait, même l'anglais est plus facile pour moi dans certains cas que le français. Ouais, j'arrive à dire plus de choses et à exprimer plus de choses en anglais. C'est devenu vraiment, c'était déjà une langue que je pratiquais, mais et puis dans mon cadre personnel aussi, je parlais beaucoup en anglais. Ouais. Donc à la maison, je parlais beaucoup en anglais, et au travail, je parlais qu'en anglais. Donc oui, donc c'était vraiment c'est plus un sujet. La langue est plus un sujet, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que tu es une autre personne dans chaque langue. Je pense que t'es pas la même personne. Je suis d'accord. Tu penses pas de la même manière. Tu penses ça, j'aimerais bien creuser un jour ce sujet de ce qui se passe quand tu penses dans une autre langue. Est-ce que ton cerveau fonctionne différemment? Avant d'avancer sur ça, donc là, tu me dis c'est ton dernier emploi avant de passer indépendante. Ouais, la dernière chance. C'est quoi ton recul un peu sur le salariat? Autant pour toi peut-être que... À ce moment-là? Non, maintenant, aujourd'hui. Ah, maintenant? Ouais. Ah là, il faut que je fasse hyper gaffe à ce que je vais dire. On a le droit de couper. Hein. Non, on coupe pas. En fait, je pense que c'est pas pour tout le monde d'être indépendant. C'est plutôt ça. Ouais. Je pense que c'est pour la majorité d'entre nous d'être salariés, et pour une plus petite partie de la population d'être indépendant. Okay. Qu'est-ce que t'avais pas du tout, non? Ou qu'est-ce que t'avais en étant salarié et qu'aujourd'hui t'as pas en étant indépendant? Qui te manque ou qui te manque pas d'ailleurs? Alors, c'est sûr que tu rediscutes pas ta paye tous les mois. Alors, quand t'es indépendant, si tu signes des contrats sur des missions plus courtes, c'est un sujet permanent. Donc le salariat, enfin c'est cliché, hein, mais c'est vrai que ça t'apporte une stabilité financière et donc une stabilité surtout, parce que t'es bien en fait. Ouais, t'as pas de questions à te poser. Hein. Mais moi je me pose trop de questions, puis j'ai trop envie de changer des choses, et en fait j'ai envie de faire trop de choses, je pense, pour être salarié, et il faudrait que ce soit un contexte très particulier. Mais quand tu es indépendant, à plusieurs reprises, tu as des occasions potentielles de retourner en salariat. C'est le cas d'ailleurs de mes collègues indépendants. Okay. Et nous, on espère qu'ils restent indépendants. Parce que sinon, on les perd. Et ça arrive. Ouais. Ça arrive souvent. Ouais, je comprends. En même temps, c'est tentant. Hein. C'est tentant. Souvent, alors souvent, paye bien, c'est pour ça que quand je rencontre des indépendants dans le réseau, je leur dis, si on t'offre un poste... Alors, je fais gaffe à ce que je dis en termes de montant, mais si on t'offre un poste à 200 000 euros pour faire ça, est-ce que tu le prends ou pas? Et je vois tout de suite, c'est des visios, donc je vois tout de suite les réactions des gens. Et en fait, moi, ce que je recherche, c'est plutôt quelqu'un qui dit non, mais je veux rester indépendant pour telle et telle raison. Ouais, je comprends. Donc, pour rien au monde, en tout cas, voilà, en ce qui me concerne, je retournerai. Mais c'est pas pour tout le monde. L'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Enfin, il faut vraiment faire attention parce que... Ça peut faire rêver d'un point de vue extérieur. De se dire, oh, c'est génial. Ça fait complètement rêver, je pense. Et en fait, la réalité, c'est que c'est dur. Ouais. Pourquoi tu gardes alors toi aujourd'hui? Pourquoi tu dis pour rien au monde changerait? Alors que tu pourras avoir... Alors moi, parce que j'ai une stabilité, justement... Alors, la stabilité financière, on est sur une table en bois. Je touche le bois au moment où je parle. Garde cette stabilité. Et il faut la garder. Et cette stabilité, elle se travaille, elle se chérit. Elle se construit aussi. Alors, elle se construit, mais elle se conserve tous les jours. Il faut faire hyper attention à ça. Parce que du jour au lendemain, tu peux perdre 1, 2, 3 clients stratégiques. Tu te retrouves vraiment dans l'embarras. Ouais. Donc, moi, j'y retournerai pas dans le salariat parce que
la stabilité financière, je la chéris, je la travaille, je la chouchoute, voilà. Surtout à des moments de l'année, dans les dernières semaines, les derniers mois de l'année où c'est très décisif pour 2025, pour l'année prochaine. Mais j'ai une liberté. C'est inouï. Je choisis. Alors, ça fait un peu présomptueux de dire ça, mais je choisis vraiment mes clients. Je choisis les consultants avec qui je travaille. Je choisis les personnes avec qui je m'associe. Je choisis les sujets. En fait, je choisis vraiment tout. Tu sais que c'est incroyable, parce que quand on pose la question... quand je raconte un peu l'histoire d'entrepreneuriat, un des trucs que je dis qui est exceptionnel, c'est de choisir en effet les gens avec qui tu travailles. Et c'est le premier truc que tu dis. Parce qu'en effet, si quelqu'un tu n'aimes pas, a priori, tu peux ne pas travailler avec lui. C'est ça. De temps en temps, tu fais quand même, t'es un peu obligé. Alors, au début de ta carrière, parce que j'étais indépendante très jeune quand même. Hein. Ouais. Au début de ta carrière, faut tout prendre. Ouais. Okay. Tu prends tout ce qu'on te demande, tu y vas. tu bosses. Non, vraiment. Hein. Dans la nouvelle génération, on se pose plus la question, j'y vais pas. Mais en vrai, au début, faut y aller. Faut vraiment avoir de l'expérience. Et puis après, au bout d'un certain nombre d'années, tu peaufines et là, tu sais avec qui tu veux travailler. Et finalement, quels sont les critères aussi de go, no go? Par exemple, un prospect qui te respecte pas, en amont, pendant la négo, potentiellement, il faut fuir. Tu prends tes baskets et tu t'en vas, mais très, très vite. Mais bon, comme tu dis, au début, t'as pas forcément beaucoup de missions. Sincèrement, au début, tu prends, tu bosses, tu serres les dents et tu bosses. C'est tout. Ok. Tu bosses et puis après, tu te poses des questions. Et au fur et à mesure des années, là, tu commences à plus te poser des questions. Ok. Mais la vérité, c'est que nos trajectoires de vie sont quand même très, très influencées par les gens qu'on rencontre. Tu vois, moi, si j'avais pas rencontré cette personne qui était dans mon entourage proche, j'aurais pas fait d'RP, je pense que je serais partie sur peut-être du journalisme. Mais le CELSA n'a pas voulu de moi. C'est quoi, le CELSA, c'est l'école numéro 1 de communication en France. Okay. Ouais, CELSA Sorbonne. Les salauds. Ils savent pas ce qu'ils ont Mais après, bouffé, j'ai fait un cours chez eux en tant que prof, donc je me suis vengée. Ouais, mais ils ont pas voulu de moi, c'était terrible. Ça a été un échec. Tu peux pas savoir le jour où j'attendais les résultats du CELSA, parce que tu sais, t'as certains examens, t'as dû avoir ça aussi. Ouais, les résultats qui tombent et qui sont pas ceux que c'est ça. C'est horrible. Et tu sais, j'étais dans la rue, je marchais, je me disais, si le feu rouge il passe au vert à ce moment-là, c'est que c'est bon. Si ça passe pas, c'est que c'est mort. Ma vie est foutue. Sauf qu'en fait, après, t'as la mauvaise nouvelle, mais il faut aller de l'avant. Et au final, j'ai pas eu le CELSA, je suis partie à Londres, j'ai fait mon master là-bas. Donc c'est pas très grave en fait. C'est pas très grave. C'est une succession. Mais sur le moment, c'est le monde. Sur le moment, ta vie est finie. Et je pense que t'as jamais des trucs aussi durs que quand t'es jeune et que t'attends des résultats d'un examen, ou limite quand tu viens de demander à quelqu'un de sortir avec toi, tu vois. En fait, à partir de 25 ans, tu rates quelque chose, c'est pas grave, mais c'est pas aussi chamboulant que j'ai pas été pris, genre. En fait, ce qui est bizarre, je suis complètement d'accord. Et en fait, le problème, c'est que on nous met une telle pression. C'est pas mauvais de mettre une pression, c'est ok. Mais en vrai, ce qu'on nous dit pas assez, c'est ta trajectoire, elle peut bouger. Et ta trajectoire de base, c'était peut-être faire des études de ça, partir dans telle école, faire tel métier. Mais en vrai, tu vas rencontrer des gens, tu vas avoir des échecs, tu vas avoir des réussites. Tu vas péter un câble peut-être dans ta vie, une fois, 2 fois, 3 fois, tu vois, tu sais pas en fait. Ouais, je vois très bien. Et donc ça, on l'inculque pas assez. J'aimerais bien l'inculquer à mon fils. Ouais. Moi, j'essaie de l'inculquer à mes sœurs qui est en terminale et du coup qui doit choisir un peu son truc. Et genre elle hésite entre globalement école de commerce parce qu'elle est pas très scientifique ou sport, elle adore faire le sport. Mais ce que je disais à mes parents, et ce que j'essaie de me convaincre, c'est elle sera heureuse, elle a une énergie, elle a un truc, tu vois, positif qui fait que elle rencontrera les bonnes personnes ou pas et elle finira par qu'elle se retrouve avec kiné, à être coach sportif, à être derrière un ordinateur d'une boîte dans une start-up, elle a un truc en elle, c'est ça qui est important, c'est genre comment tu vois, comment tu vis le monde, je pense. Et je suis d'accord qu'on n'inculque pas ça. On nous dit mais ça si tu rates ça, mais c'est jamais à l'école on va t'inculquer. Et je pense qu'aujourd'hui si on va regarder là dans les profs, je suis pas sûre qu'ils te le disent aussi ça. Non, mais personne le pense, je pense.
Mais c'est hyper important. Après, il y a une question de bon timing aussi, tu vois. Tu vois, c'est un peu comme une femme passée un certain âge, malheureusement, si elle a envie d'avoir des enfants, c'est pas possible. Ouais. Et je pense que, je suis en train de faire une comparaison bizarre, mais dans la carrière, c'est ça aussi, c'est-à-dire que il y a des choses que tu peux faire jusqu'à un certain temps, et si tu pivotes, tu peux, mais tu pourras pas pivoter toujours. Ouais. Tu vois, tu vas pas décider... Enfin, il y a des gens qui me diraient « Mais si, Diane, mais tu vas pas décider d'être généraliste à 55 ans, c'est compliqué. » Médecin généraliste, tu veux dire ? Bah oui, repartir à faire des études à l'université avec des et gamins. Encore, et encore, c'est possible. Moi, je pense qu'il y a peu de choses qui sont vraiment... Parfois, c'est beaucoup plus dur. En effet, tu peux pas devenir footballeur alors à 55 ans. Ça, c'est biologiquement, quoi. Mais oui, on est d'accord. Il y a un timing à respecter. Il y a des... Mais on devrait inculquer plus ça. C'est que il faut faire son maximum pour avoir la trajectoire et faire ce qui nous intéresse, faire ce qui nous distingue. Je reviendrai là-dessus peut-être tout à l'heure, parce que c'est essentiel, ça, de savoir un peu sa différence et de la cultiver. Et vas-y, dis-moi en plus sur ça. Cultiver sa différence. Ouais, pourquoi est-ce que c'est important ? En fait, juste micro-parenthèse, moi j'ai eu quelques profs extraordinaires, qui ont énormément changé ma trajectoire de vie, justement. Je les remercie. Et en particulier 2 profs. Un prof d'économie qui s'appelle Bruno Verdet, que j'ai eu pendant 3 ans, et puis une prof de littérature, Elisabeth Reichenbach, que j'ai eu pendant 2 ans. Et Elisabeth Reichenbach, elle m'a dit justement à l'époque, je me chamaillais avec des élèves. Donc, je pense que c'est un peu comme je me chamaillais en entreprise en Angleterre avec mes collègues. C'est un peu le même genre, tu vois. Et elle me disait, mais lâche pas. Et surtout, elle m'avait laissé un petit mot. Ça me reste jusqu'à maintenant. C'était il y a très, très longtemps. Elle me dit, cultive ta différence, ta sensibilité. Et j'avais pas très bien compris. Ta finesse et ta sensibilité, elle avait dit. Et en fait, moi, j'ai beaucoup vu ma sensibilité comme un problème, en fait. Comme un frein à tout, à ma carrière, à tout, aux relations humaines, à tout. Et en fait, c'est pas le cas. Mais donc ça, c'est important de cultiver sa différence. Ça veut dire que, en fait, qui que vous soyez, vous devez. Il y a pas de leçon, mais c'est intéressant quand même de savoir qui on est et de connaître ses différences, parce que ça va vraiment vous servir dans la vie, en fait. Et souvent, c'est votre différence qui fait votre force. Et en business, quand tu comprends ta différence, tu peux potentiellement proposer un service complètement différent, une approche complètement différente. Parce qu'il ne faut pas proposer ce que le petit copain à côté propose. Donc, si tu connais ta différence, tu vas aller vers quelque chose de plus unique, en fait. Je suis tellement aligné, mais je l'ai compris très récemment, moi, ce que tu viens de dire. Ouais, c'est très long à... Mais c'est fort pour la raison que tu viens de dire, genre de se distinguer, de proposer des services, mais c'est aussi fort pour la partie comparaison, je trouve. Comme ça, à la place de regarder quelqu'un d'autre et dire putain, lui il fait ça bien, moi je fais pas ça bien, va dire mais en fait qu'est-ce que là où t'es le meilleur, c'est être toi-même, quoi. Et toi, c'est quoi Moi, c'est quoi ma différence? Ouais. C'est le moment où tu me poses la question. Bah j'avais envie là. Ouais. Parce qu'elle est dure cette question, en vrai. C'est une vraie question. Bah, le jingle. Je pense, mais j'y ai pas réfléchi. En vrai, je me suis jamais demandé. Si, aujourd'hui, ce que je fais actuellement, ma différence, c'est que j'ai confiance en que si j'ai un projet qui émerge dans ma tête, et ça va rien, je le prends pas en tant que valeur de Clément, tu vois, que si je le fais et que je me lance, j'ai confiance en moi pour le faire. Enfin, j'ai confiance en moi pour y aller jusqu'au bout, et j'ai confiance en la vie. J'ai beaucoup confiance en la vie, genre. Si on me propose, si la vie me met quelque chose sur mon chemin, je me dis que c'est forcément une opportunité. Et peut-être, du coup, ma deuxième différence, mais qui va avec, c'est genre, je pense que j'ai vraiment envie de faire émerger ce qu'il y a de meilleur. Ça sort comme ça, hein. Je réfléchis pas du tout au moment où je le dis. Ouais, c'est dur, hein. C'est très dur. C'est très, très dur comme question. Mais en tout cas, trouvez votre différence. Oui. Mais cette philosophie, je la trouve. Et la cultiver surtout. Et la cultiver parce qu'on va critiquer, en fait, cette différence. Mais surtout quand tu sors des chemins classiques.
Et à l'école, déjà, hein, tu te fais bullying, tu te fais embêter, en fait. Ah ouais. Mais allez, et ce qu'on appelle les gens perchés, c'est juste des gens qui sont un peu partis dans leur truc et en fait, ils sont très heureux et ils sont différents à leur manière. Et tous les jours, j'écoute des podcasts où je me dis, mais il est tellement lui-même et c'est tellement la plus belle. Je trouve que c'est ce qui donne de la beauté aussi. Hein. Quelqu'un qui est trop lui-même. Petite parenthèse, là j'ai fait 2 fois la semaine dernière un truc qui s'appelle le swell dance. C'est de la danse d'impro complètement limite de la danse extatique, tu vois, en extase où les gens font. Et genre il y avait 100 personnes dans une salle. On commence à longer par terre, à danser n'importe comment. Une chorégraphe qui nous guide. Et après quand je te dis que les gens dansent n'importe comment, mais c'est magnifique. On a l'impression que tout le monde danse trop bien et juste tu laisses ton corps aller. Et donc tout le monde se laisse être son truc. J'ai déjà fait ça il y a Et ça du coup, mais c'est ce côté-là en fait. Personne se compare à dire lui il danse mieux que moi, faut que je fasse comme lui. Et genre juste chacun est lui-même quoi. Après, la différence, c'est pas tout de l'identifier. Il faut en faire quelque chose. C'est vrai. Quand tu passes côté business, si tu veux réussir en tant qu'indé, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme, femme d'affaires, il faut que cette différence, elle soit en lien avec un besoin. Avec le besoin d'un client. Là, tu rentres dans le business direct, je suis d'accord. Ah oui, parce que le savoir, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Mais tu peux aussi le faire en tant que salarié, non ? Se dire, en fait, moi, ma grosse capacité, c'est d'écouter très bien les gens. Je mets les gens... Elodie, tu vois, qui me disait, en fait, moi, quand je parle à quelqu'un, tout de suite, ils sont trop à l'aise, ils me disent merci beaucoup, on a parlé 1 heure, j'étais trop heureux. Trop bien de l'identifier, de se dire, je vais le mettre. Mais je suis d'accord. De toute façon, c'est le but de l'entrepreneur, identifier un besoin et aller le... C'est ça. Et si t'arrives à trouver le besoin auquel tu réponds par ta... C'est ça. C'est l'alignement. c'est la jouissance totale. Ok, trop stylé. Et du coup, pardon, tu voulais ajouter quelque chose ou pas ? Non, c'est bon. On a beaucoup digressé, mais tu quittes, donc je sais plus si ça fait 6 ans que tu travailles ou quelque chose comme ça. Ouais, à peu près. Et là, tu te dis, comment tu pars en indépendante ? Donc il y a cette personne qui dit que tu devrais partir en indépendant ? Je reviens en France à ce moment-là. Ouais. Plutôt pour des raisons personnelles. Et je cherche un travail, mais à ce moment-là, j'ai une discussion avec mon frère et il me dit, mais pourquoi tu te lances pas maintenant ? Et je me suis lancée. Je me suis lancée, j'ai cherché des contacts, j'ai cherché mes premières missions et première mission, deuxième mission, troisième mission. Tu proposes quoi à ce moment-là au bout de 6 ans de RP ? Des RP à l'international, des RP en Europe, mais je pouvais faire de l'écriture, je pouvais faire des réseaux sociaux, je pouvais annoncer des levées de fonds, je pouvais faire plein de choses, mais c'était quand même des RP, des relations presse. Donc être au contact de journalistes pour mettre en avant des entreprises, des personnes, des PDG, etc. Dans tous les domaines. Je pouvais faire ça dans l'art, j'ai fait ça dans l'art aussi. Et donc, de fil en aiguille, ça grossit, je commence à avoir des clients à l'année, donc on appelle, en anglais, on appelle ça les retainers, donc je dis toujours le mot retainer, ça veut dire que c'est un client à l'année. Okay. Et là, en fait, j'ai trop de travail, donc comment je fais, tu vois ? Donc, comment je fais pour direct, passer... Non, ça a mis du temps, pas les 6 premiers mois, mais au bout de peut-être 1 an ou 2 ans. C'était pas trop dur le début de se lancer d'un coup en freelance ? Franchement, c'est très dur parce qu'à l'époque, personne n'est indépendant autour de moi. Personne l'est en France. Et j'ai pas de contact. Et surtout, je n'ai jamais travaillé en français de ma vie. Je n'ai jamais écrit un communiqué de presse en français. Je n'ai jamais fait un pitch. Je n'ai jamais convaincu un journaliste en français. Tout a toujours été en anglais. Toujours en anglais. Donc ça, c'était très dur. Culturellement, c'était difficile. J'avais envie de me barrer, en fait. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie. En fait, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter sur le marché français, sur le marché européen, et où est-ce que je vais chercher les clients ? Donc, j'ai été les chercher un peu en France, mais j'ai été également les chercher à l'étranger. Et mon premier business trip, c'était à Munich. Je suis partie à Munich. J'ai préparé, comme pour mes stages de journalisme à l'époque, j'ai fait j'ai fait un tableau Excel très simple. J'ai contacté plein de prospects et d'agences pour proposer mes services de RP ou d'écriture ou de communication à Munich. Et ça a super bien marché. En fait, j'ai eu plein de rendez-vous. Et en Allemagne, quand tu as des rendez-vous, c'est bon, c'est que tu as ton contrat. Sauf si tu rates ton rendez-vous. Mais... T'envoyais des courriers par la poste ou par mail ? Email. LinkedIn, ok. Ouais. Petite pub pour LinkedIn. Merci LinkedIn. Merci LinkedIn. T'envoyais en mode salut Diane, je suis dispo. Ouais, alors c'était des messages très 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 précis avec les bons. Enfin, j'essayais d'avoir les bons mots pour toucher la personne. C'est quoi si tu te donnes un conseil à quelqu'un là, genre moi par exemple j'ai envoyé des messages à des sponsors. C'est quoi la clé de... La clé, c'est de s'intéresser aux autres et analyser votre cible
sur absolument tout. C'est-à-dire ce qu'elle fait, qui elle est, quelle personnalité elle a, quel post elle a mis sur LinkedIn, sur ce qu'elle a mis des vidéos sur TikTok. Enfin, en fait, tu dois connaître tout de ta cible pour pouvoir la convaincre. Ouais. Mais même pour le premier mail. Pour le premier mail, particulièrement. Récemment, j'ai contacté plusieurs personnes bien connues aux États-Unis, en Europe, sur Instagram. C'est vraiment les mots. Quels mots spécifiques tu vas mettre pour cette personne. Il ne faut pas que le message soit le même pour une autre cible. Bien sûr. Mais du coup, moins de volume. LinkedIn, t'as 4 lignes, donc c'est rien. Donc tu dois être très, très... En fait, il faut faire un mix entre ce que tu souhaites, qui est la personne, et l'interaction et qui tu es aussi. Donc c'est un peu compliqué. Donc il faut inclure de toi et de l'autre. Toujours. Et peut-être j'ai identifié un besoin ou pourrais-je vous aider sur ça, j'ai l'impression que... Ouais, mais très attention à pas avoir un discours trop commercial. Ok. Donc pourrais-je vous aider, tout ça, c'est pas terrible. Ok. Moi, je parlais souvent, donc c'est une autocritique de synergie. J'évoquais des synergies entre les activités. Parfois ça prenait, parfois ça prenait pas. Ouais. Et du coup, comment tu dis? Moi, je dis bonjour, vous êtes une super boîte qui a l'air de faire ça. Moi, je fais ça. Non, tu peux pas dire travailler ensemble. Super boîte. Non, en fait, c'est plus ah oui, tu veux le secret sauce, c'est ça? Non, pas le secret sauce. Non, je vais te le donner. Je vais me faire griller par tous les prospects après et les personnes que je rencontre. En général, c'est bonjour un tel. C'est rarement cher, mais ça dépend. Parfois, c'est cher. Et après, souvent, et puis mes messages sont beaucoup en anglais. Hein, mais en gros, c'est ça. Bonjour. Voilà. Ce serait un plaisir de vous rencontrer et donc après j'ai directement tout de suite. Bah oui, parce qu'en fait moi je veux que susciter des visios. Moi je veux une visio. Moi ce que je souhaite c'est que 2-3 jours après la personne elle m'ait répondu que je sois dans leurs locaux. Ce serait un plaisir de rencontrer C'est toujours une rencontre. Le reste c'est pas call to action. Tu te souviens dans les formations que je donnais? Quelle est l'action que tu veux susciter? C'est la rencontre. Okay. Donc, tout de suite. Et après, il faut que tu arrives à te mettre en lumière sur pas grand-chose, sur 1 ou 2 lignes. Ça, c'est plutôt compliqué. Donc, il faut faire gaffe aux références que tu mentionnes. Mais il y a des gens, ils répondent pas. Hein. D'ailleurs, les taux de réponse sont différents en fonction des pays, des cultures. C'est très intéressant. Okay. Ouais. En France, parfois, j'ai une réaction très négative des gens. Ils comprennent pas. Ok. Ils comprennent pas pourquoi je veux les rencontrer et ils comprennent pas. C'est fou. Ils font le call parfois, mais ils comprennent pas. Ils font le call quand même. T'as réussi quand même. Ouais. Okay. Parce que je fais souvent des calls moi avec des concurrents. Tu vois. Pour juste pour savoir leur strat, leur positionnement, leurs clients. C'est énorme. Ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils vont faire après. Tu te fais déguiser? Alors je me travestis. Je change de voix, je mets une casquette. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Je t'imagine avec une casquette et des lunettes. D'ailleurs, en parlant de travestissement, en RP, quand tu appelles les journalistes avec une voix différente et un accent différent, ça a un impact différent. Oh, wow. Ouais. Genre l'américain. Je te donne un exemple. Ouais. T'appelles un hôtel très luxueux à Paris. Et peut-être cet hôtel va être compliqué pour que tu réserves quelque chose. Eh ben, prends un accent anglais, prends un accent étranger et tu vas voir comment ils te répondent. Ok, ça marche mieux. Ça marche. Putain, je l'ai testé, hein, j'ai fait beaucoup. Tu prends ton accent canadien, genre. Ok, trop fort. Ok, donc tu te lances en indep. Ouais. Comme ça. Ouais. Avec ton frère qui te conseille, qui te dit vas-y, let's go. À ce moment-là, oui. Alors. Au bout de 2 ans, t'arrives à avoir plein de travail. Ouais, j'ai pas mal de boulot, ouais. Parce que t'arrives très bien à démarcher grâce un peu aux petites méthodes. À l'époque, je commence à comprendre comment avoir un équilibre économique en tant qu'indé. Okay. Donc, pour avoir un équilibre économique, il faut que t'aies des clients à l'année et des clients en mission. Ouais. Donc, dès que t'as ton premier client à l'année, déjà, tu peux souffler. Ouais. T'as un truc qui vient... t'as quelque chose de régulier, en fait. Tous les mois, ça tombe comme un salaire. Boum, boum, boum. Après, il faut renégocier l'année 2 s'ils veulent te garder. Mais pendant 12 mois, il est là. Il t'embête d'ailleurs, le client, mais il est là. Faut travailler quand même. Hein.
Comment ? Il faut travailler en même Il temps. faut travailler. Bien sûr, ça c'est la base, le travail. Et à quel moment tu pars sur la... Parce que moi, je t'ai rencontré en tant que formatrice sur la prise de parole, la communication. À quel moment tu transitionnes sur ça ? Alors, je vais la faire synthétique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait donc quelques années de relations publiques et de relations presse en Angleterre. Ensuite, je reviens en France en 2011. Et en 2011, je me mets à mon compte. Les premières années, je fais que des RP, ça se passe bien. Je commence à m'entourer d'autres consultants. Et badaboum, boum boum, ça va plus du tout. Ton Je client, craque. ok. Non, mais c'est-à-dire, j'en avais vraiment marre. J'en avais marre de faire des RP. C'était trop stressant, trop anxiogène, trop tout ce que tu veux. Et donc là, j'ai dû arrêter de bosser un peu, ouais, et rebondir. Et là, quand tu rebondis, qu'est-ce que tu vas faire ? T'as arrêté de bosser, t'étais épuisé, quoi. Ouais, Ok. c'est ça. Et donc, très très dur, période compliquée. À quel moment t'acceptes qu'il faut s'arrêter ? T'acceptes pas. Moi, je suis une bosseuse. Alors, j'accepte pas d'arrêter. Jamais. Tu fais ton Je RP. travaillerai quand j'aurai 80 ans, y a pas de problème. On sera encore en train de faire des formations ensemble. Si travailler, c'est agréable, why not, tu vois ? Mais Ouais, ce côté, c'était plus agréable. ce côté anxiogène. C'était trop anxiogène, ouais. Et puis, bon, c'est fait un peu j'étais pas alignée, en fait. Ce que je faisais, qui j'étais, le rythme, ça n'allait pas du tout. Et puis, j'avais moins confiance, j'étais plus jeune, et je supportais pas très bien la critique, parfois, je dois avouer, surtout quand elle était injustifiée. Tu sais, quand tu bosses comme un malade et t'as des super résultats, mais il faut toujours plus. Mais c'est quoi la limite ? Parce que dans les pays anglo-saxons, et quand t'es dans le conseil, quand tu veux donner 10 à ton client, en fait, tu donnes pas 10. Lui, il attend 10, mais tu donnes 12, 13, 14. Mais comment t'arrives à garder ce rythme ? Comment t'arrives à garder un rythme infernal où t'es toujours en train de contenter et quel est le... Il y a quoi au-dessus, en fait ? Donc ça pète, ça casse. Le moteur casse. Là, t'es obligé d'arrêter de travailler. Et là, je suis obligée d'arrêter et de donner du boulot à mes proches aussi, hein, parce qu'il faut qu'il y ait une continuité, attention. Ouais, parce que Les clients, ils ne comprennent pas. Ah oui, attention. Ouais. Les clients qui sont là, les nouveaux prospects qui veulent travailler avec toi, mais toi, tu peux pas. Tu peux pas, t'es pas là. Le numéro que vous avez demandé n'est plus en service. Veuillez me recontacter jamais. Je change de métier. Ciao. Alors, j'ai des clients qui ont voulu que je reste dans le métier. Je salue. Ils se reconnaîtront peut-être. Mais moi, je voulais plus. Ce métier des RP. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Introspection. Et donc là, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que, en gros, j'avais deux choix. Soit je quitte complètement le monde de la communication. Je vais faire boulangerie. Soit je reste dans le monde de la communication, mais je fais plus d'RP, je fais autre chose. Alors le journalisme, ça m'est même pas venu en tête. Alors que c'est ton rêve de base, mais... C'est intéressant, hein. Ouais, c'est marrant. Et en fait, là, je me suis souvenue des conseils que j'ai eus lors du bilan de compétences à Londres, de cette personne qui m'avait dit à l'époque, vous serez prof, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas prête. Mais plus tard, peut-être. Et là, je me dis, il faut que je sois prof. Et je m'entête. Faut que je sois prof, faut que je sois prof. Prof de quoi ? Prof de com, prof de tout ce que tu veux. Prise de parole. Je vais être devant des élèves. À l'époque, mes sujets, c'était les relations presse. Juste, attends, concrètement, comment t'arrives à remonter un peu la pente, à se partir de dire, ok, je craque complètement, les RP, c'est pas moi, et tu te dis, je fais une introspection, mais concrètement, c'est quoi si tu vas voir des psys, tu vas voir tes proches. C'était très, très dur. Comment tu passes ce truc de je quitte tout ? En fait, tu quittes pas. Tu quittes pas. Le destin te force à descendre du navire à ce moment-là. Parce qu'en fait, si tu continues, c'est Titanic. Hein. Ouais. Tu t'es déjà enlisé, hein, quand même. Je me suis déjà enlisée à ce moment-là. Donc, tu quittes le navire et tu te retrouves sur un espèce de truc bizarre qui vogue sur l'eau. Tu l'as ralenti un peu quand même. Ah bah là, tu ralentis pas, t'es en arrêt, donc
En ce moment, on parle beaucoup des échecs des gens, comment on transforme l'échec en réussite, tout ça. C'est vrai que une vie sans échec, c'est pas une vie, quoi. Donc, c'était à ce moment-là pour moi. Okay. Et ce qu'il faut, je pense, c'est bien rebondir et pas refaire des échecs. Parce qu'en fait, le souci, c'est l'entêtement. Mm-hmm. Tu vois, j'allais d'agence en agence parce que j'étais entêtée. Et en fait, à un moment donné... Comme tu dis, t'es une battante. T'avais la dalle à ce moment-là, t'étais comme ça, tu voulais... Tout le temps comme ça. Ouais. Acharné. Et donc, là, tu te retrouves sur un radeau. Franchement, l'océan, il est impressionnant, hein. Et c'est très compliqué. Ça serait un autre podcast d'expliquer comment tu passes de l'un à l'autre, mais... Globalement, introspection. Ouais, en fait, au final, ça se résume à combien t'as de temps pour te mettre à travailler, à trouver quelque chose, et qu'est-ce que tu vas faire, hein, c'est ça. Hein. En fait, étape 1, tu te remets, tu te requinques. Donc voilà, tu prends soin de toi. La santé, c'est là où j'ai découvert que la santé était quand même la numéro 1. Et puis après, une fois que tu es en bonne santé ou en meilleure santé, tu te remets à travailler. Donc, je me suis dit, je veux enseigner. Et donc, j'ai contacté pas mal d'écoles. Et là, pendant plusieurs années, j'ai enseigné toutes les semaines. J'enseignais en école. Ouais, nice. Donc, j'ai donné un cours à l'ISCOM, c'est une école de communication, au CELSA, Sub de Pub. J'ai fait plein d'écoles, j'étais hyper contente, mais vraiment, vraiment bien alignée, plus alignée qu'avant. Ouais. Voilà, et après, alors, il y avait des choses où j'étais pas toujours d'accord dans certaines écoles, où donc je me suis dit, soit je fais partie du système que je change, et je change un peu l'enseignement. Donc là, on parle de master, hein, des masters, master 1, master 2, plutôt des élèves internationaux à Paris. Et l'idée, c'est de rendre ce que mes profs m'ont donné, tu vois. Enfin, en fait, quand on fait des rencontres comme ça, encore une fois, ça change la vie, quoi. Ça change votre trajectoire. Et donc, cette trajectoire-là, finalement, la boucle, c'est d'être prof à mon tour et de rendre toute cette passion, toute cette écoute. Ça paraît naïf de dire ça, mais non. Je veux pouvoir être là et je veux pouvoir aider en fait ces élèves à trouver leur voie ou à changer de voie et avoir la meilleure trajectoire possible. Il y en a avec qui je reste en contact d'ailleurs. Il y en a une là qui m'a recontactée plusieurs années après. Ok. Et ça, c'était très important. C'était recevoir et donner, mais aider les jeunes en fait. Par la communication, parce que c'est le métier que je connaissais. Ok. Donc tu dis, je vais leur apprendre à communiquer hein, parce que c'est ce que je sais faire. De toute façon, je ne vais pas vendre un cours qui est autre chose que ça. Mon premier cours, c'était comment transformer un prospect en client. Donc c'était un cours commercial dans une école de com que j'ai fait pendant 4 ans. Ok, énorme. Tous les lundis. Tu t'es improvisé, enfin tu t'es improvisé, tu t'es transformé en prof. Ouais, alors il y en a qui m'ont dit, tu vas jamais, je les nommerai pas, tu seras jamais prof, tu seras lecturer, tu seras juste une personne qui donne des cours. Et c'est quoi, je m'en foutais. Enfin, en fait, moi, quand on me dit fais pas ça, comme tout le monde, mais ça me fait le faire encore plus vite. Ah ouais, je peux pas le faire. Ouais, tu sais que c'est reverse psychology, ça marche très bien. Ouais. Et les psychologues et les coachs, on parlera peut-être de ça plus tard, mais en hypnose notamment, on utilise la négation et du coup, ça fait faire des choses aux gens en fait que, ouais. C'est une espèce de manipulation orale où Ouais, c'est ça. Alors, je ne sais pas si c'est le mot manipulation. On peut dire que c'est une manipulation ou on peut dire aussi que c'est des choix de mots, oui, effectivement, qui font faire quelque... C'est un signal, en fait. Ouais, qui influence d'une certaine façon, ouais. C'était quoi ce que tu apprenais à tes élèves sur la prise de parole et la communication ? Alors, prise de parole, j'en ai pas énormément fait. C'était plus des cours de comment transformer son prospect en client. Et donc là, je leur apprenais, c'était un mélange de scolaire pas scolaire, mais en gros, je leur disais, voilà, une propale, c'est comme ça, voilà comment il faut être avec un prospect. En fait, je leur enseignais tout ce que j'étais en train d'apprendre et que j'avais appris les premières années en tant qu'indépendante. Et puis, j'ai donné des cours en relations presse, j'ai donné des cours en entrepreneuriat, mais j'avais quand même des cours toutes les semaines. Ça veut dire que j'avais des classes. Et c'était très difficile, hein.
parce que dans les écoles privées de communication, c'était très prenant. Et puis les premières années, la première année, les élèves ont été redoutables avec moi. Je me suis fait même virer de classe. Hein. Oh wow. On m'a viré de classe, tu te rends compte? Donc la deuxième année, j'étais un dragon. Okay. J'étais prof. Je claquais la porte fort. J'étais hyper stricte. C'est vrai? Ouais, parce que dans certaines écoles, si tu t'imposes pas dès la première, comme dans beaucoup d'écoles, mais dès la première classe, t'es foutu, hein. T'es foutu. Ils te mangent, les élèves te mangent tout cru. Ah oui, ils sont cruels. Mais madame, pourquoi j'ai telle note? Et là, j'ai 15 élèves qui commencent à contester les notes. Au premier mois, je sortais de là, je vais jamais survivre. Ils vont me tuer. Ok. Et après, deuxième année, ça va. Ouais, tu t'habitues, quoi. T'apprends. C'est comme la vie, non? Ouais. T'as pas eu d'expérience comme ça? Oh, quelques-unes. La première année. Ah, dans tant de domaines, hein. Dans tant de domaines. Ok, à quel moment tu deviens... Donc ça, c'est Donc cool. Là, c'est prof, voilà. Tu dis, au bout de... J'imagine que tu fais peut-être un bilan au bout d'un an, tu dis, ça y est, en fait, j'ai trouvé ma voie. Donc prof, ça me va. Et après, je me dis, il faut que je refasse des formations. Parce que, en fait, si tu veux, tout ça, c'est de la sémantique. Mais en gros, quand tu es enseignant, tu transmets un savoir à des élèves et les élèves me transmettent aussi quelque chose, heureusement. C'est pour ça que je suis là. Je me nourris de leur profil, de leur lumière, hein, parce que j'ai des élèves, c'est des lumières, littéralement, tu vois. Je pense à un élève en particulier. Et donc, je veux continuer là-dedans, mais je veux monter en puissance. C'est-à-dire, je veux le faire, mais pour des entreprises. Et donc, je me souviens qu'à l'époque, quand je faisais des RP, je faisais du media training. Le media training, c'est d'entraîner les PDG à parler aux médias. Et ça, j'en faisais, parce que ça fait partie du métier d'RP. Okay. Et là, je me suis dit, je veux faire ça, mais je veux faire plus. Donc, je contacte beaucoup de boîtes, dont des sociétés de formation. Et en fait, je fais deux choses. C'est que je travaille avec des partenaires et en même temps, je lance en fait des concepts de formation que je donne. Sauf que pour arriver à réussir, faut pas juste trouver tes clients, il faut que tes clients te payent, sinon tu survis pas. Donc à ce moment-là, je monte un concept de formation pour les startups, pour les aider à pitcher et donc à convaincre les prospects, les clients, les journalistes, etc. Sauf que ce concept, ça prend pas. Donc échec, échec et mat. Faut tenter, hein. Ouais, faut tenter. En fait, ça, sur le papier, ça marche, les gens sont intéressés, ils viennent, on fait la formation et tout, mais d'un point de vue business, ça marche pas. Donc là, je me dis, oh non, pas rentable. C'est pas rentable. Donc faut penser différemment. Donc grand groupe, j'ai compris que ça prend du temps. Et donc là, je me dis, bon, il faut que je trouve des partenaires parce que l'erreur qu'on fait quand on est à son compte aussi, je pense, c'est de croire qu'on peut tout faire seul. Même en tant que salarié, je pense. Et en fait, on peut pas tout faire seul. Même c'est pas intéressant de faire tout seul. Quand tu es au contact d'autres personnes, tu vas apprendre, tu vas t'affiner, etc. C'est dur pour le moral parce que ça veut dire que d'une certaine façon, t'es plus vraiment expert. Parce que si tu te frottes aux expertises d'autres, ça veut dire que potentiellement, t'es en dessous. Enfin, tu vois, c'est tout un... Je vois très, très bien. Et à l'époque, en fait, je me dis, côté formation, comme j'en ai pas donné des centaines et des centaines d'heures, il faut que je sois au contact d'autres qui savent faire ce métier. Donc, je contacte notamment Personnalité, qui est une boîte de formation pour les dirigeants. Et là, ils m'envoient première journée, deuxième journée, cinquième journée, 10e journée, 20e journée. Ils m'envoient des heures et des heures de formation pour les grands groupes. Okay. Et des formations de 8 personnes. Donc, il faut les tenir. Okay. Et puis, c'est une journée entière. Donc, c'est long. En sans ligne connaître ou en quasiment. distanciel. En mode... sur le CV, puis les entretiens. Ok, tu fais des entretiens. Ils m'ont bien posé les questions difficiles pendant l'entretien. Ça y est, ouais, c'était... Ok, donc c'est comme ça que tu mets un doigt dans le formation des dirigeants. À ce moment-là, en fait, je passe de juste enseigner à former les gens dans les entreprises et pas juste les élèves. Okay. Et en fait, j'adore ça. J'adore ça, donc j'en fais avec un partenaire. Qu'est-ce que tu adores dans ce truc-là là? Qu'est-ce qui... Tu viens d'un coup, là, tu as des étincelles qui vont dans les yeux, comme si c'était tes premières fois où tu... Ah oui, c'est vrai. Je suis amoureuse à ce point-là. Non, mais tu sais, t'as fait... Pas pour Clément, je vous rassure. La formation, hein. Ouais. En fait, ce serait compliqué d'être synthétique. Je pense que ce que j'aime, c'est trouver les bons outils de communication pour aider les gens. Aider les gens à percer, à réussir professionnellement et personnellement. Okay. Donc une partie quasiment recherche et adaptation à la personne que tu as en fait, c'est
à partir de qui tu es, je te donne je vais travailler ta communication pour que, déjà dans beaucoup de cas, pour que tu t'enrichisses. Ouais. Et puis également pour que tu sois plus heureux, parce qu'en fait, tu deviens un meilleur communicant. Donc tu communiques mieux au travail, à la maison, et t'es plus aligné. En fait, j'aide les gens aussi à être alignés finalement. Sauf qu'à l'époque, j'étais pas aussi alignée qu'aujourd'hui. C'était encore plus compliqué. Mais donc, à ce moment-là, j'essaie de trouver plein de clients. Alors, des grands comptes, des startups, des incubateurs, etc. Et puis, ça finit par se faire, en fait. Tu sais, souvent, c'est un client qui emmène un autre. Et c'est vraiment ça. Il y a des clients décisifs. Ouais. Et là, je pense que certains incubateurs ont été décisifs pour les autres. Et c'est d'ailleurs ça que j'utilise dans la petite phrase LinkedIn. Ouais. Okay. Donc, ouais. Je sais pas si j'ai répondu correctement à ta question. Si, t'as répondu de ouf. C'est quoi les clés que tu... J'imagine que ça t'adapte, mais c'est comment on communique bien? Là, les auditeurs qui se disent on a tous je vais pas dire des défauts, mais on a tous envie de progresser sur la communication qui est une clé de la vie, quoi. C'est quoi les... On communique bien en s'intéressant à l'autre. Ok. Ah, donc on communique, on écoute. Ouais, pour communiquer, il faut se taire, en fait. Alors, ça fait rire certains. Quand j'ai dit ça à ma famille, ils me disent, mais Diane, t'es une pipelette. D'ailleurs, je suis en train de faire ce podcast, donc je suis une vraie pipelette. Mais en vrai, il faut vraiment essayer d'écouter. Ok, donc ça, c'est communiquer à deux. Ou communiquer même une masse, hein. Si t'as des investisseurs différents devant toi, il faut savoir qui ils sont. C'est pas que deux, c'est 5, 10, 20. Si je dois pitcher demain devant un concours, ou même si je dois... Ouais, c'est déjà Jeanne qui fait sa thèse, là. Comment est-ce qu'elle apprend à... Il faut savoir qui est en face d'elle, déjà. Ok. Il faut connaître les critères. Quels sont les critères de l'évaluation? Okay. La durée de la prise de parole. Qui sont les personnes qu'elle a en face? Quels sont leurs profils? Mais les critères, c'est important. Quels sont les critères des gens que vous avez en face? Parce que si vous connaissez les critères, vous allez réussir. Le gros problème qu'on a quand on communique, et qu'ont les entrepreneurs, les startups et tout, c'est qu'ils font la même prise de parole, quelle que soit la cible. Tu vois, un entrepreneur, il va pitcher pareil, jour 1, jour 2, jour... Mais en fait, c'est pas comme ça. En fait, il faut que tu changes ton accroche, il faut que tu changes ta conclusion. Bah, comme tu dis, comme avec tes clients, tu regardes son LinkedIn, tu regardes ses posts et tu vois ce qui l'intéresse. Et parfois, le mieux, c'est de rien dire. Ouais. Tu vois, en fait, la meilleure communication, est-ce que ce serait pas une question? Je suis tout à fait d'accord. En fait, imagine, t'invites quelqu'un, imagine tu rencontres quelqu'un de très important et la personne, elle a déjà la courtoisie et la curiosité de te rencontrer. Parce que la personne, elle est vraiment... Elle est occupée. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui parler non-stop de ce que tu fais? Non, tu vas te taire. Ouais. Tu vas t'asseoir, t'écoutes, tu poses des questions. Puis en fonction, tu parles. Donc ton travail, ton travail. Si t'es bon, tu lui poses la bonne question laquelle il a envie de te répondre. Désarçonner. Ah waouh, c'est pas mal. Faut désarçonner, ouais. Ah, t'as raison. Si t'arrives, tu dis bonjour, je m'appelle Clément, s'il vous plaît, je suis en podcast, venez, c'est génial. Pas même réaction. En fait, il faut avoir ton elevator pitch. Ouais, Tu vois, ton pitch, pour ceux qui connaissent pas l'elevator pitch, c'est une prise de parole très courte qui dure environ 1 minute sur qui vous êtes, tout ce que vous faites. Donc ça, il faut que ce soit préparé. Mais après, il faut savoir what's the catch? C'est quoi le catch en face? La personne, elle est intéressée par quoi? Ouais. Qu'est-ce qu'elle veut? Ouais, c'est okay. ça. Trop stylé. Est-ce qu'en fait, la communication, elle va être complètement impactée par la personne qui est en face, par son histoire, par ses valeurs, par les gens qu'elle aura rencontrés. Donc, le jour même, tu me parles d'Élodie parce qu'elle t'a impacté ce jour-là. Mm-hmm. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Donc, il faut essayer d'être très à l'écoute. Alors, c'est fatigant, hein, parce que du coup, t'as tes oreilles qui sifflent rouges. Ouais, mais c'est aussi, peut-être que la clé aussi dans ça, c'est d'être vraiment intéressé. Parce que quand t'écoutes quelqu'un, mais que tu t'en fous, c'est vraiment un effort pour l'écouter. Alors que si t'écoutes quelqu'un et que t'as vraiment envie de savoir ce qu'il a à te raconter, là, c'est génial. Complètement. Et ça me rappelle, dans le cadre... Alors là, je suis en train de t'emmener vers le monde des startups, mais les startups qui rencontrent des investisseurs, souvent, la pire chose à faire, c'est d'arriver, de s'asseoir, bonjour, enchanté, merci. Et puis, sortir son deck. Alors, je vais vous faire ma presse en 10 minutes,
Et puis, dans 10 minutes, et en fait, si ça se trouve, cet investisseur, Il est pas là pour ça. ça fait déjà le 12e document qu'il a vu de présentation dans la journée. Il en Se peut plus, démarquer. il craque. Ouais. Donc, en fait, c'est non, tu commences par lui poser des questions et puis t'as ton pitch, ton elevator pitch, donc ta petite phrase qui explique qui tu es, ce que tu fais, etc. Pourquoi t'es unique? Pourquoi tu te Ouais, distingues? et puis après, c'est une conversation. Ouais. C'est marrant, c'est ce que je dis à mes élèves de Centrale, là, en mode... bon, je m'en fous que t'aies fait un bac, une prépa, que tu sois un élève ingénieur. Dis-moi un truc marrant, genre le truc qui va faire que ce soir, je me souviens, bah ouais, que t'es capitaine du rugby ou que hier, t'étais en soirée. Enfin, dis-moi un truc qui va me faire... C'est ça. Comme tu dis, ouais, c'est vrai. Et si avant un rendez-vous, tu sais qu'est-ce qui peut faire vibrer l'entretien, alors t'as des chances que ça se passe mieux. Et t'as des chances pour que la personne se souvienne de toi parce que c'est Maya Angelou qui disait, à chaque fois cette citation, je sais que je te l'ai déjà sortie à Polytechnique. Je connais le nom, mais je la note dans les références. Ouais, Maya Angelou, en fait, c'est les gens oublieront ce que vous avez dit, mais ils oublieront jamais la façon dont ils se sont sentis à vos côtés. Ouais. En fait, tout ce que tu vas dire, ça va passer la trappe. Mais la façon dont l'entretien se passe, l'énergie et la façon dont tu te comportes avec l'autre, elle est fondamentale en fait. Plus importante que les chiffres, plus importante que les données. C'est quoi? C'est toi qui nous avais dit ça, que le 90% est non verbal ou quelque chose comme ça? Un peu moins. Un peu moins. Alors maintenant, les chiffres, ils se battent tous là. Ouais. Tu sais, ça dépend de ta perspective. Mais grosso modo, oui, t'as la partie verbale de la communication et t'as la partie non verbale à maîtriser, qui comporte la posture, le regard, la gestuelle, les silences, les sourires, etc., etc. Ouais. Tout ça se travaille parce que ce sont des... Maîtriser en fait le verbal et surtout maîtriser le non-verbal, ça vous donne confiance en vous et ça donne confiance, ça donne l'impression aux gens que vous avez plus confiance que la réalité. Ouais, je vois. C'est comme des pouvoirs, c'est des pouvoirs magiques en fait, à condition qu'ils soient bien faits, naturellement. Mais qu'il soit vrai. Je crois beaucoup en ce truc de la vibration. Genre, est-ce que si t'as réellement... Enfin, si tu peux faire vraiment sentir quelque chose à quelqu'un, si tu le regardes vraiment avec pour de vrai, t'es là pour l'aider, ou si t'es un peu là pour le douiller, je pense qu'en face, on le sent, c'est différent, Oui. quoi. Et si toi, tu te sens réellement bien, les personnes vont se sentir bien à côté de toi beaucoup plus facilement que si tu te bats intérieurement à être là. J'avais une question parce que donc là, c'est facile. T'es à côté de quelqu'un de très... c'est pas facile dans l'écoute, hein, mais comment tu dépasses le stress potentiel que t'as avant d'une prise de parole? Parce que c'est pas La facile. mienne ou celle des autres? N'importe qui. Demain, j'ai une prise de parole. J'ai mon truc d'écoute, j'ai préparé, je me suis entraîné, je connais un peu le langage corporel, donc je connais ça. Il y a quand même le truc du j'arrive sur scène, 50 personnes, ou j'arrive sur scène, 2 personnes, ou j'arrive au rendez-vous, un mec. Il y a plein... Ça bat fort dans mon cœur. J'ai de la sueur. Comment je passe ça? En fait, il y a plein de techniques. Mais déjà, en amont, il faut que tu travailles ta légitimité. Ok. Ça veut dire, tu sais ce que tu vas dire. Tu sais à qui tu vas le dire. Tu connais les critères. Tu connais la durée de ton pitch. Mais en vrai, Clément, c'est quoi ta légitimité à parler devant ces gens? C'est quoi ta légitimité à faire un podcast? C'est pour ça que je parle pas, moi. Tu vois, c'est vachement important. D'ailleurs, en fonction des audiences, ta légitimité, elle va bouger un peu. Tu vois, c'est ce que j'expliquais un jour à des gens que je formais. Si je forme, par exemple, des dirigeants d'une boîte versus des gendarmes à la direction générale de la gendarmerie nationale, moi, personnellement, ce qui va plus m'impressionner, c'est les gendarmes. Et aussi parce qu'ils sont en habit et tout. Donc, du coup, le travail de la légitimité en amont est très, très important. Parce que si tu ne te sens pas légitime, tu n'as rien à faire devant eux. Tu pourrais avoir un savoir, mais ce savoir, il est annulé par ta non-légitimité. Et c'est réel fini. Ou c'est un truc ressenti en toi qui va faire... C'est les deux. Il faut l'écrire sur un papier. Moi, je crois beaucoup dans la préparation écrite en amont. Donc, il y a la légitimité. Après, pour bien maîtriser, il faut avoir répété 400 milliards de fois. Donc, vous prenez un téléphone, un ordinateur, vous filmez. Le fait de se filmer, c'est la meilleure façon de progresser en communication.
Et puis après, il y a le non-verbal. Parce que quand on maîtrise le non-verbal, ça peut donner en fait l'impression aux gens qu'on est plus en confiance, comme j'évoquais. Ça truque vraiment votre cerveau. Ça truc très, très En fait, quand vous arrivez sur scène, badadam, vous arrivez présenté ou devant un entretien. un entretien. Si tu commences ton entretien et que tu fais un geste, qui est un geste qui fait sens avec ce que tu racontes, t'es beaucoup plus fort, t'es en posture plus forte que si t'as les mains sous la table ou les mains derrière le dos sur une scène. Donc la façon dont tu commences sur scène, la façon dont tu fais ou non un silence, par exemple, parce que les silences, c'est des formidables outils aussi de communication. En fait, c'est ça qui va vous donner, c'est ça qui te donne confiance ou pas. Donc maîtriser ça, ça va faire que tu auras plus confiance en toi. Et après, il y a des techniques pour te calmer. Ouais. Tu regardes des gens que tu aimes bien dans la salle. Ah. Et puis après, il y a d'autres outils qui ne sont pas des outils propres à la rhétorique, qui sont en dehors de la communication, on va dire, pure, qui peuvent être utilisés. La respiration, la cohérence cardiaque, la visualisation, qu'on utilise beaucoup en sophrologie et en hypnose. Et puis moi, j'utilise aussi un peu, je suis pas psychologue, mais j'utilise la psychologie positive. On va devoir refaire un deuxième épisode pour qu'on parle de tout ça. En gros, la psychologie positive, l'idée, c'est, j'ai une personne devant moi qui est pas bien. Tu vois, imagine, toi, t'as une prise de parole la semaine prochaine et en fait, t'as telle et telle idée. En fait, je t'interroge, je te fais parler et puis tu me dis, ah, mais je sens ça. Et ben, en fait, l'idée, c'est d'arriver à changer ces émotions négatives en émotions positives. En amont, ça demande de la préparation. Hein. Tu peux pas faire ça le jour de l'événement. Et donc, du coup, tu viens vraiment changer ta perception, tes émotions. Et donc, du coup, tu es beaucoup plus positif. Donc, au lieu d'être inquiet par rapport à ça, bah, tu es inquiet, mais tu es en confiance par rapport à... Donc, du coup, tu vois, tu remplaces les choses négatives en positives. Donc, tu arrives armé, en fait. Nouveau pouvoir. Concrètement, ça veut dire que dans 2 semaines, j'ai une présentation. Dès que j'y pense, ça me fait stresser. On travaille sur ça. Et maintenant, quand j'y pense... Ouais, mais idéalement, il faut faire plus que 2 semaines avant. Moi, j'accompagne des dirigeants quelques mois avant leurs interventions. Et en fait, ce qu'ils apprécient, je pense, c'est les outils que j'utilise adaptés à leurs besoins. Ça, c'est difficile, hein, parce que vous trouvez les bons outils et tout, c'est pas toujours évident. Et puis, l'écoute aussi, l'écoute qu'il y a pendant la conversation. Et puis, parfois, ça va vraiment très loin. C'est-à-dire que pour la visualisation, je pose certaines questions à la personne qui va avoir une prise de parole très importante et je la... Comment dire ? C'est comme si je l'embrouillais. En fait, tu vois, le problème, c'est que les gens, ils ont peur par rapport à... Mettons, tu as un examen la semaine prochaine. Ouais. Tu as peur par rapport à cet examen. Mais donc, du coup, tu fais que penser à cet examen. Ouais. Tu t'imagines dans la salle et tout, ça va. Et en fait, moi, ce que je fais, parfois, en coaching, et ça fonctionne bien, c'est qu'au lieu de focaliser sur l'examen, je te fais focaliser sur d'autres choses. Mmh. Tu m'embrouilles. Je t'embrouille. Et du coup, j'ai fait ça, par exemple, pour des entrepreneurs. Au lieu de les faire penser dur comme ferme au moment le plus important de leur vie, qui est ce pitch, je les fais penser à la raison profonde pour laquelle ils sont là aujourd'hui ou l'action qu'ils souhaitent mener aujourd'hui. Et parfois, c'est très simple. Et du coup, je leur dis, vous focalisez que là-dessus. Et t'oublies. Mais la vie, c'est comme ça. C'est une question de perspective. Donc, en fait, au lieu de faire perspective stressante, tu vas sur une perspective qui est différente. Du coup, les gens, ils pensent pas... Ils sont concentrés sur le reste, en fait. Et même si c'est pas évident, en prendre conscience, c'est déjà une première étape. Genre dire, je pense à ça, mais en fait, je suis con parce qu'il y a plein d'autres choses super. C'est ça. C'est déjà pas mal. Et même si tu peux pas forcément être d'un coup pump it up... Il y a ça, comme tu dis. Et il y a aussi... essayer avec un alors c'est plutôt un coach, avec un coach, mais... comprendre d'où vient le stress, d'où vient le problème. Et ça, on le désarticule assez rapidement. Alors, sauf si la personne refuse de parler. Quand les gens veulent pas parler, ils veulent pas s'ouvrir, moi je peux pas faire des miracles. Hein. Je suis pas magicienne. Mais quand les gens acceptent de parler, normalement, je les mets en confort, je les mets en position pour me parler. Et du coup, là, on arrive à creuser. Et donc, on arrive à des trucs sur l'enfance, très souvent. C'est un cliché, mais c'est ça, hein, souvent.
Mon papa, il refusait que je parle parce que j'étais nulle. Il nous engueulait, on n'avait pas le droit de parler à la maison. Et là, tu vas faire prendre la légitimité, t'as quelque chose à dire. Écoute, on est sur la fin. Est-ce que t'as le temps pour une dernière question ? Ouais. Ce serait quoi pour toi avoir réussi ta vie ? Ce serait quoi pour moi avoir réussi ma vie ? Oh non mais attends, c'est quoi cette question ? Clément. Elle provoque plusieurs types de réactions. Alors attends. À la fin de ta vie, ce serait quoi ? Pro ou réussir perso ? Les deux. Sauf si t'as une réponse. Alors réussir. J'avais envie de te dire au choix, mais pour moi c'est tellement intimement lié que... Ça va paraître très bizarre ce que je vais dire là. Non, go. En fait, réussir ma vie d'un point de vue personnel, et je crois que c'est assez proche du pro, c'est... faut pas que ce soit mal interprété. C'est apporter de la chaleur à mon entourage. Trop tard. That's it. Je comprends. On finit sur ça ? Ouais. Merci beaucoup, Diane. Avec plaisir, merci à toi. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Écoute, pendant cette période de Noël, j'aimerais te demander un petit geste. Si l'épisode t'a plu, ou si t'as un autre épisode qui t'inspire particulièrement, pense à le partager. Donc ma demande, c'est que t'envoies cet épisode à un ami, ou d'ailleurs à plus. Un ami genre qui cherche sa voie, tu sais, qui traverse une période de doute, qui a besoin d'un peu de force et d'inspiration. Ça pourrait l'aider, déjà, ça pourrait envoyer un peu des ondes positives, mais ça peut aussi m'aider à faire grandir le podcast. Donc merci pour tout le soutien et à très vite pour le prochain épisode.